Combien de grands projets spatiaux avons-nous enterrés prématurément, abandonnés dans leur développement ou après quelques essais infructueux? Le moteur nucléaire thermique Nerva dans les années 60, la gigantesque fusée lunaire soviétique N1 à la même époque, ou plus récemment l'avion spatial Skylon et son moteur Sabre, ou la mission de retour d'échantillons martiens de la NASA. Les abandons sont tellement courants dans le spatial qu'on est nombreux à rester méfiants tant qu'une fusée ou une sonde n'a pas décollé. Va-t-elle vraiment aller au bout de son développement ou rejoindra-t-elle elle aussi le cimetière des projets abandonnés? Dans cette longue liste de déceptions, la dernière entrée est probablement la Gateway, la station en orbite lunaire qui devait être assemblée par les États-Unis, l'Europe, le Canada et les Émirats arabes unis. Un projet qui avait rencontré pas mal d'opposition dès ses débuts, qui a cependant avancé bon gré mal gré, et qui a officiellement été annulé ou du moins reporté par le patron de la NASA voilà quelques semaines. Le but de cette vidéo, c'est de nous interroger sur ce qu'il est possible de faire maintenant. Plusieurs des modules sont déjà construits, au moins en partie, et il est donc possible que la mort de la Gateway signe la naissance de nouveaux programmes, peut-être encore plus ambitieux. Vous allez voir qu'aux États-Unis, ça se dessine déjà, et qu'en Europe, une fenêtre de plus en plus claire apparaît pour faire émerger de nouvelles capacités, lesquelles pourraient justement fleurir sur le cadavre de la Gateway. Pour les rares d'entre vous qui ne savent pas de quoi on parle, la station Lunar Gateway était une station multimodule qui devait être envoyée en orbite lunaire. Elle aurait servi de support au programme Artemis et aurait permis des séjours relativement longs en dehors de la protection du champ magnétique terrestre. Mine de rien, c'est un effort tout à fait pertinent pour préparer par exemple un long voyage martien. La station n'aurait pas été occupée en permanence, probablement qu'elle aurait accueilli autour d'un équipage par an pour une durée de 20 à 40 jours. Le reste du temps, elle aurait pu fonctionner comme un laboratoire autonome avec des bras robotisés qui auraient pu entretenir des expériences. La Gateway devait être bâtie autour de 5 à 6 modules principaux. Le PPE pour les moteurs et les panneaux solaires, Esprit qui aurait servi entre autres d'interface de ravitaillement, puis Halo et Hayab qui auraient été les modules principaux pressurisés, là où les astronautes auraient vécu. À ça on aurait ajouté un SAS fourni par les Émirats arabes unis et un bras robotisé bien évidemment canadien. On parle donc d'une vraie station, plus petite que l'ISS mais avec de belles capacités. Les lancements auraient été assurés d'abord par la Falcon Heavy, puis par des SLS dans les versions les plus puissantes. Vous l'aurez compris, l'ensemble du projet devait coûter très cher. 5 milliards de dollars au bas mot pour la construction et l'assemblage, auquel il aurait fallu ajouter le coût des opérations. Pris au pied de la lettre, quelques milliards de dollars, ce n'est presque pas cher payé pour bénéficier d'une station en orbite lunaire. Quand on se rappelle qu'un seul décollage de la fusée SLS coûte 2 à 4 milliards, c'est même une bonne affaire. Seulement, comme de très nombreux projets spatiaux, la facture avait tendance à grimper avec les années. L'inflation, les retards, les imprévus, il y avait de bonnes chances pour que d'ici la fin de l'assemblage, la facture ait plus que doublé. Et c'est bien là le principal défaut de la Gateway, et probablement ce qui lui a valu sa place au cimetière. La NASA est dans une période budgétaire difficile, ses crédits augmentent peu et sont même régulièrement menacés de coupes sévères. Elle a beaucoup de projets ultra ambitieux à mener de front, et quand on y regarde de près, la Gateway n'est pas essentielle pour le retour sur la Lune. Elle apportait une plus-value, elle n'était pas inutile, mais on pouvait aussi faire sans. Et quand le réalisme budgétaire s'est invité dans la balance, c'est fatalement ce qu'il s'est passé. Depuis le mois dernier, la décision semble donc être prise. La Gateway est mise en pause et ne sera assez probablement jamais redémarrée. Que faire alors de modules qui sont déjà partiellement construits, voire très avancés? Comment ne pas gâcher tout ce développement? Est-ce que plutôt que de mettre tout ça à la poubelle, on ne pourrait pas réutiliser ces assets dans d'autres projets? Côté américain, c'est une démarche déjà engagée. En même temps qu'il annonçait la fin de la Gateway, Jared Isaacman nous a révélé ce qu'un de ces modules allait devenir. Le module PPE, celui qui abrite les moteurs et les panneaux solaires, va servir de base pour un vaisseau à propulsion nucléaire électrique. Il sera ainsi adossé à un petit réacteur nucléaire et l'ensemble sera lancé vers Mars d'ici la fin de la décennie. C'est avant tout une démonstration de concept, mais peut-être que ce type de vaisseau représente l'avenir de l'exploration de la planète rouge. La mission se nomme SR1 Freedom et permettra de déployer une petite flotte de drones hélicoptères façon Ingenuity. Cela règle le problème pour un des modules et accessoirement c'est aussi une confirmation que la Gateway est définitivement enterrée, bien que le terme officiel soit mise en pause.
Sans ce module, la station ne peut pas fonctionner, et s'il est attribué à une autre mission, c'est bien que la NASA ne voit pas d'avenir dans sa station lunaire. Reste donc à décider quoi faire des autres modules qui sont partiellement construits, et ici je vois deux pistes principales. La première consiste à les réadapter à la nouvelle stratégie de la NASA. L'annulation de la Gateway a été accompagnée de la présentation d'une vision autrement plus ambitieuse. L'Agence spatiale américaine veut ainsi déployer une base à la surface de notre satellite. Elle doit être assemblée en 3 actes, d'abord des infrastructures essentiellement robotisées, puis des habitats pour accueillir des équipages. Or, ces habitats, il va bien falloir les construire. Un habitat, ce n'est jamais qu'un volume pressurisé à la bonne température et avec le bon mélange de gaz. Mais quelle architecture est la plus adaptée? C'est une question complètement ouverte, aucune base n'a jamais été établie sur la Lune ou sur tout autre corps que la Terre. Si on veut cependant faire au plus simple, on peut s'inspirer de ce qu'on connaît déjà, les modules de station spatiale. Ils doivent eux aussi remplir le même rôle, et de leur côté on commence à voir un vrai retour d'expérience, après plusieurs décennies d'utilisation. Il est donc assez logique de se dire que le plus simple pour faire un habitat lunaire, le moins coûteux, le moins risqué technologiquement, c'est encore d'adapter nos modules de station spatiale à la surface lunaire. Et là je pense que vous voyez où je veux en venir. Il y a un autre élément qui pousse dans ce sens. Le fabricant des modules pressurisés de la Gateway, c'est l'entreprise franco-italienne Thales Alenia Space. Et Thales Alenia Space travaille depuis quelques années exactement sur cette vision. L'entreprise a signé des contrats avec la NASA et l'agence spatiale italienne pour développer un habitat lunaire sur roue, mi-base, mi-rover. La structure centrale, la partie pressurisée, c'est un cylindre métallique, similaire en tout point à un module de station. On lui adjoint cependant des roues, des panneaux solaires, des radiateurs et une petite porte pour l'adapter à la surface de la Lune. Et même probablement au pôle sud lunaire vu l'orientation des panneaux solaires. Alors, ces images sont des vues d'artistes, elles ne sont probablement pas contractuelles et le design pourrait largement évoluer. Cependant, quand on se penche sur ce que Thales Alenia Space sait faire, la forme générale ne devrait pas trop changer. L'entreprise a déjà une chaîne de production et tous les savoir-faire pour fabriquer des modules cylindriques, pas besoin donc d'aller réinventer la roue, surtout quand les contraintes budgétaires sont bien réelles. Pour revenir sur notre sujet, l'autre réflexion qu'on peut se faire c'est « et si c'était un moyen de réutiliser les modules prévus pour la Gateway ?» Halo, le module d'habitation américain, ou iHab, celui de l'Agence spatiale européenne. Tels qu'ils sont déjà construits, ce sont des modules assez petits. Halo fait 3 mètres de diamètre, là où les modules américains installés sur l'ISS font plutôt 4,30 m à 4,50 m de diamètre. Cela les rend plus facilement transportables et peut-être même déposables à la surface de la Lune. Si la structure peut être réparée de ses problèmes de corrosion et qu'on peut lui adjoindre ce qui en ferait un module lunaire, les batteries, les panneaux solaires, une porte d'entrée, ce pourrait être une sacrée économie plutôt que de repartir de zéro sur une toute nouvelle architecture. L'Europe pourrait de son côté décider d'en faire de même avec son module iHab. Ce sera un moyen de rester investi dans l'aventure Artemis et donc de pouvoir négocier avec la NASA des sièges pour envoyer des astronautes européens sur la Lune. Pour l'Europe, cependant, un autre calcul est également possible. Pour la Gateway, elle s'était engagée avec le module iHab, mais aussi avec le module Esprit qui ne servirait pas à grand chose sur la Lune. Les autres partenaires internationaux, le Canada avec son bras articulé Canadarm3 et les Émirats avec leur SAS, auront également du mal à reconvertir leur participation pour la surface lunaire. Est-ce que tous ces éléments ne pourraient pas plutôt servir de base à une nouvelle station pour l'orbite basse? L'ISS arrive en fin de vie, la suite côté américain passe par des stations privées telles que développées par Axiom, Blue Origin ou Voyager Space. Les Européens soutiennent certaines de ces initiatives, mais avancent également de plus en plus clairement vers des capacités souveraines. L'Agence spatiale européenne a publié ces dernières années des appels à projets pour des vaisseaux de fret, éventuellement habitables. Elle se pose également la question de faire certifier Ariane 6 pour les vols habités. Elle a engagé des études pour le développement d'un système d'évasion d'urgence destiné à sauver un vaisseau et son équipage en cas d'avarie sur le lanceur. Et on se souvient enfin que Sofiano est actuellement en train de tester une combinaison de vol développée par Spartan Space, l'Institut de médecine spatiale et Decathlon. Cela commence à faire beaucoup d'éléments qui convergent dans une direction qu'on a longtemps cru impossible, le vol habité européen.
Les tensions géopolitiques qui traversent l'axe transatlantique pourraient donner un nouvel élan à ces initiatives. Si l'Europe décide un jour qu'elle veut sa propre station, elle dispose déjà de 2 modules partiellement construits pour en former la base. Il serait ensuite possible de convaincre Canadiens et Émiriens de se joindre à l'aventure. Ce ne serait pas encore une station complète, mais cela pourrait former une capacité initiale. D'autres modules pourraient ensuite être ajoutés de manière modulaire. Une telle station serait un débouché évident pour les efforts de développement de vaisseaux et de combinaisons. Cela offrirait une destination souveraine pour les astronautes européens après le démantèlement de la Station spatiale internationale. L'Europe recouperait ses pertes liées à la Gateway et se donnerait ainsi quelques années d'avance pour développer sa propre station. C'est ambitieux, mais c'est loin d'être hors de portée pour une Europe qui découvre qu'elle ne pourra pas toujours se reposer sur l'épaule du géant américain. Il y a en tout cas des pistes pour exploiter la fin de la Gateway, peut-être même que ce coup d'arrêt sera en fait l'élan qui permettra à des projets tout aussi passionnants, voire plus ambitieux encore, de prendre leur envol. Rendez-vous dans quelques années pour voir ce qu'il en est. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo spéciale abonné. J'espère qu'elle vous a plu et je vous attends en commentaire si vous souhaitez partager vos questions et vos remarques. Vous trouverez les sources et nos réseaux sociaux en description. On se donne rendez-vous mardi prochain avec Hugo pour un épisode de DNDE et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.